Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 29 janvier et à la une de cette édition, l'année 2019 a été marquée par l'entrée en vigueur de la réforme des modalités d'inscription sur les listes électorales et par la mise en place du répertoire électoral unique. Cette réforme vise à moderniser les modalités de gestion des listes électorales datant de 1947 et a été pour la première fois éprouvée lors des élections européennes de mai dernier. Problème, de nombreux électeurs ont été radiés des listes. Le ministère de l'Intérieur lance donc une vaste campagne pour que tous les électeurs soient inscrits sur les listes électorales. Un sujet signé Paul-Arthur Avit et Leslie Vumenet. Les élections municipales approchent à grands pas et de nombreux électeurs ne sont pas encore inscrits sur les listes. Pour tenter de remédier à cela, la préfecture lance une grande campagne d'information qui sera relayée dans les 17 communes de l'île. Aujourd'hui, donc, c'est le ministère de l'Intérieur qui fait donc une campagne d'information nationale sur l'ensemble du territoire pour informer donc les électeurs sur leur capacité donc à vérifier leur inscription sur liste électorale par un outil moderne, puisque a été mis en place à partir du 1er janvier 2019 le répertoire électoral unique, donc qui est géré sur un site unique et géré par l'INSEE. Et donc les électeurs ont aujourd'hui la capacité de vérifier via un site du ministère de l'Intérieur s'ils sont ou non inscrits sur liste électorale, notamment des communes du département. Ça permet aussi, ce site, de s'inscrire, si tel n'est pas le cas, puisqu'effectivement, nous sommes maintenant proches donc, du scrutin municipal qui se tiendra donc le 15, pour le premier tour le 15 mars prochain. Et donc les électeurs ont encore jusqu'au 7 février 2020 pour s'inscrire sur liste électorale. S'il a permis de fiabiliser les listes électorales, de simplifier les procédures d'inscription et d'alléger la charge des communes dans la gestion de leurs listes, le répertoire électoral unique a parfois été source d'inquiétudes ou de difficultés pour les électeurs. Maintenant, la gestion des listes électorales est nationale et informatisée. Et suite à l'initialisation du répertoire électoral unique, certains électeurs ont été radiés. Donc, ils n'en ont pas été informés. C'est la raison pour laquelle on les incite à vérifier leur situation électorale. Ce matin, la préfecture de Mayotte a rappelé l'importance de s'inscrire sur les listes électorales avant le vendredi 7 février 2020, date limite d'inscription. En effet, pour l'heure, certains électeurs du département apparaissent toujours hors des radars. Le répertoire électoral unique a permis effectivement d'assainir la situation sur l'ensemble du territoire national et aussi sur le département de Mayotte, puisque nous avions donc 84 000 électeurs avant la mise en place du REU. Au moment du REU, donc, nous avons eu 74 000 électeurs sur le répertoire électoral unique. Depuis donc début 2019 et jusqu'à aujourd'hui, nous avons retrouvé une situation quasi équivalente en nombre d'électeurs, puisque nous avons pratiquement 83 000 électeurs inscrits sur les listes électorales aujourd'hui à Mayotte. En marge des électeurs, la préfecture informe également les candidats aux prochaines élections municipales que l'ensemble des documents relatifs aux candidatures est disponible sur le site internet de la préfecture. Le dépôt de candidature pour le premier tour se fera à la préfecture du 10 au 27 février uniquement sur rendez-vous. Un logiciel de prise de rendez-vous avec le service élection est à la disposition des candidats, également sur le site internet de la préfecture. Les municipales toujours en Chiabamana, la maire de Sada n'a pas obtenu l'investiture du parti Les Républicains pour le scrutin à venir. Cependant, la maire sortante compte bien s'appuyer sur son bilan pour convaincre les habitants de sa commune. En effet, selon elle, les électeurs doivent permettre à l'équipe en place d'effectuer un second mandat afin de mener à bien les nombreux projets en cours. Je vous propose d'écouter sa réaction lors de la matinale de Cozy. L'essentiel, c'est de savoir bien s'organiser et partir à la bataille en toute confiance. Et je dispose d'un staff et d'une équipe et mes colistiers qui sont motivés parce que nous avons commencé un travail qu'il va falloir continuer. Et ça, c'est quelque chose de très important que j'aurais souhaité faire passer au sein de la population de la commune de Sada, à ses administrés qui iront voter le 15 mars prochain, d'avoir ça très très bien en tête. Ouais. Nous avons fait notre apprentissage. Je pense qu'il serait sage de donner la chance à ceux qui ont commencé tous ces chantiers, parce que tous les chantiers dont je vous parle là, Patrick, il y avait un seul bâtiment en construction depuis au moins 6 ans en 2014. C'est la fameuse MJC de Mangajou que nous avons inauguré en novembre 2016. Oui. Tout le reste
c'est la municipalité que j'ai conduite, avec mes collègues qui sont restés là jusqu'à maintenant, et je tiens ce matin à les saluer, à les féliciter et à les remercier, parce que ce sont des personnes qui ont compris que c'est l'intérêt général qui compte. Tout autre sujet maintenant, la grève générale contre la réforme des retraites a repris ce matin. L'intersyndicale de Mayotte a décidé de suivre la journée nationale ce mercredi et la mobilisation va se poursuivre demain et vendredi, même si les syndicats peinent toujours à rassembler large. Le gros des manifestants est en effet constitué par des enseignants du premier et du second degré. Ce matin, nous recevions le secrétaire départemental du SNUPP. Selon lui, les Mahorais doivent prendre conscience du péril en la demeure. Au montage, Leslie Vumenet. Ce mercredi 29 janvier rime avec la 8e journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. À Mayotte, l'intersyndicale était à nouveau au rendez-vous pour montrer au gouvernement que les syndicats ne lâcheront rien tant que ce texte qualifié de funeste ne sera pas retiré. Il y a un souci, il n'y a pas d'écoute. Regardez, on va cumuler les lois, les mesures, les réformes, les réformes qui ont eu lieu ces dernières années. À chaque fois, les syndicats ont été squeezés, ont été écartés, en tout cas battus, ces mesures ont été imposées. Aujourd'hui, on n'en peut plus. Partout, même les policiers, ils ont compris qu'ils vont encore perdre malgré les efforts, les engagements qu'ils ont eus. Les enseignants, le gouvernement avait dit, dans le projet de loi, on va insérer la question de la révalorisation des enseignants. Foutaise, même le Conseil d'État a dit que c'est impossible de le tenir dans une loi. On sait comment tout le monde comprend que le gouvernement en place actuellement est en train de leurrer tout le monde. Si le gouvernement s'efforce de rassurer certaines branches de métiers, le flou persiste quant à la réelle universalité de cette réforme rejetée par toute une partie des Français. 61% sont pour le retrait de ce dossier. Et ça, c'est depuis le début. J'ai pas les mêmes chiffres. Donc, allez rechercher les mêmes chiffres, vous les trouverez. Mais en tout cas, c'est 61%, d'accord, qui réclament. Alors, si Parce que la majorité des gens souhaitent avoir une égalité au niveau des retraites, ce qui permet... Mais là, ils ont compris... Après, il y a des niches... Là, ils ont compris que ça marche pas. Alors, si on commence à toucher... Parlons des retraites de ces élus. Les sénateurs veulent garder les leurs. D'accord? Les sénateurs qui travaillent plus que nous d'ailleurs. Vous comprenez? Bon, les élus, qu'est-ce qui va se passer? On nous a dit, alors retraite universelle, mais pour les policiers, ça sera maintenu. Pour les gendarmes aussi. Pour ceux qui pilotent les avions également. Mais en fait, universel ou pas? À Mayotte, l'intersyndicale porte des revendications locales, parmi lesquelles la revalorisation des carrières des anciens agents de la CDM ou encore le maintien de la bonification outre-mer en trimestre. Des demandes propres aux fonctionnaires et notamment à l'éducation nationale. À ce titre, le SNUPP attend beaucoup du recteur qui, pour l'heure, apparaît très à l'écoute des syndicats. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Il faut le dire, il n'y a pas de souci. On est toujours reçu quand on le souhaite. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose et toujours une bonne écoute. D'accord? Par contre, à force de dire que je remonte à Paris, ça par contre on l'a déjà vu, on l'a déjà entendu à plusieurs reprises. Donc ça, vous êtes conscient aussi que toutes les décisions ne se prennent pas à Mayotte. Il y a des... sur les retraites, c'est pas lui qui va décider. Mais beaucoup de décisions peuvent être impulsées à partir de Mayotte. Des décisions, voilà ce qu'attendent aujourd'hui les syndicats, à commencer par le retrait de cette réforme des retraites, sans quoi la grève risque de se poursuivre dans le temps. Et place maintenant à l'invité de la rédaction ce soir, nous accueillons Salim Naouda, le secrétaire général de la CGTMA. Salim, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. On va parler forcément de cette grève du côté d'EDM, mais avant un mot sur cette mobilisation, sur cette réforme des retraites. La CGT est mobilisée au niveau national, mais aussi à Mayotte depuis le début. C'est compliqué, le gouvernement ne veut pas lâcher prise. De toute façon, il faut voir que même le Conseil d'État a rejeté le projet qui est soutenu par le gouvernement Macron. Malheureusement, il s'est entêté dès le départ et à coûte que coûte, il veut faire passer cette réforme, sachant que tout le monde sait que la réforme est très néfaste pour les travailleurs en général au niveau
national de la métropole comme dans les départements et territoires d'outre-mer. Donc, à Mayotte, nous avons la spécificité aussi, encore une fois de plus, qui est encore beaucoup pire que ce que connaît les situations au niveau national. Et donc, ce qui est malheureux, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une mobilisation, malheureusement, les salariés de Mayotte ne se mobilisent pas alors qu'ils sont les premiers concernés. Comment vous l'expliquez, Salim, ça? Parce que vous avez fait un gros travail depuis le début de cette grève nationale. Vous avez alerté, vous avez prévenu les membres de votre syndicat. On a même fait des simulations, des comparaisons entre ce qui existe au niveau national à l'heure actuelle par rapport à ce qui existe à Mayotte. Nous avons même affiché clairement les taux et les plafonds appliqués au niveau national par rapport à ce qui est appliqué à Mayotte. Nous avons également appelé les salariés à ce qu'on puisse se mobiliser pour qu'il y ait une reconnaissance. Parce que nous savons tous que la caisse de la retraite à Mayotte est toute jeune. Donc, il y a des retards par rapport à des cotisations. Et ne serait-ce que le monde du travail et les déclarations des salariés, c'est quelque chose qui a pris du temps pour que ça rentre légalement, normalement. Et donc, ça a pris du retard. Quelqu'un qui peut avoir travaillé pendant un certain nombre d'années et au bout, il se rend compte qu'il n'a jamais cotisé. Or, il y a des cotisations qui auraient dû être versées et certaines entreprises ferment et ils oublient les salariés derrière. Alors, comment donc, vous expliquez il que les faut Mahorais qu'il y ait une mobilisation. concernés? Il faut qu'il y ait une mobilisation déjà dans un premier temps pour la retraite, le minimum contributif qui s'applique au niveau national soit appliqué à Mayotte et en même temps, il y a une démarche également que nous avons entreprise, que ce qu'on appelle aujourd'hui l'ASPA, qui est appliqué à Mayotte, qui est différent de l'ASPA national. Nous demandons aussi à ce que l'ASPA national soit appliqué à Mayotte. Justement, est-ce que ce texte n'est pas une opportunité finalement? Le véhicule législatif, les amendements peuvent permettre à Mayotte d'intégrer le régime de retraite de droit commun. On est très loin, parce qu'avant d'avoir la retraite, il faut avoir un salaire. La retraite à point, comme a dit le président de la République, 1 euro cotisé ouvre des droits. Sauf que le euro mahorais est trop bas par rapport à l'euro des autres départements. Donc il faut qu'il y ait un rattrapage sur les niveaux des euros versés mensuellement aux salariés et après on pourra parler de la retraite à point. Donc aujourd'hui, il n'est même pas question de parler de retraite à point. Nous voulons rattraper le régime actuel, intégrer le droit commun actuel. C'est ce que nous défendons à Mayotte. Et il n'y a pas que la CGT qui le défend, mais il y a d'autres organisations syndicales qui défendent cette démarche. Alors Salim Naouda, depuis le début de cette grève, effectivement la mobilisation est relativement faible, à part la toute première, le 5 décembre dernier. Par contre, c'est vrai que depuis le début, les agents d'EDM sont mobilisés à la fois contre cette réforme des retraites, mais aussi avec des revendications internes, et notamment cette revendication, on va en parler, celle du rachat finalement des parts de la SOR par EDF, pour être un peu plus clair, que EDM soit intégré à EDF. Pourquoi aujourd'hui ça bloque? Pourquoi depuis toutes ces années, on n'arrive pas à avoir ce qu'ont tous les autres territoires ultramarins? Qu'est-ce qui bloque? Qui bloque cette affaire? Parfois, on se pose des questions. Est-ce que nos élus locaux, ils ont le courage de demander ou d'écouter la population, de faire avancer le droit social à Mayotte comme c'est avancé dans les autres départements? Ça, c'est une question qu'on se pose. C'est ça l'enjeu d'EDF? C'est ça l'enjeu d'EDF à Mayotte. Ce sont les droits sociaux, à la fois pour les usagers, mais aussi une stabilité et une normalisation pour les salariés qui interviennent chez les clients et les salariés qui interviennent à des moments difficiles sur le réseau. Qu'il pleuve ou en plein soleil, les salariés sont là, jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour assurer la continuité de ce service public. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Quairo, on s'est rendu compte que depuis 1997, la collectivité territoriale a été trahie par EDF parce que la collectivité, en créant la société d'économie mixte, l'objectif c'était EDF et la collectivité territoriale et non la SOR. C'est EDF qui a introduit la SOR internationale au sein du capital, au sein du capital d'EDM. Aujourd'hui, s'il vend ses capitaux, le capital devrait revenir à EDF parce que c'est EDF qui l'a introduit. Et pourquoi aller vers Quairo Capital?
Surtout, il y a... L'objectif, c'est privatiser, selon vous? C'est quoi l'objectif? De toute façon, l'objectif, c'est ça. Privatiser, aller de plus en plus vers un privé, parce que nous avons l'exemple. Ne serait-ce que le dernier directeur que nous avons eu, c'est quelqu'un qui n'est même pas de la branche des industries électriques et gazières. C'est quelqu'un qui n'est même pas d'EDF. Alors que depuis la création de l'électricité à Mayotte, le directeur général a toujours été un agent EDF. Pourquoi cette fois-ci, il y a eu un changement? Surtout de la part de... parce que c'est EDF qui nomme le directeur général à l'électricité de Mayotte. Donc, c'est quelque chose que nous n'acceptons pas. Il faut qu'on respecte la mémoire de nos aïeux qui se sont battus pour que EDF arrive à Mayotte, même si en 1996 et 1997, ils ont été trahis par le préfet Philippe Boisada qui était ici en tant qu'exécutif, et aussi par EDF, parce que l'agent qui était directeur de l'électricité de Mayotte était un agent détaché d'EDF et qui a travaillé avec sa maison mère pour transformer l'électricité de Mayotte en société d'économie mixte, alors que la demande, c'était l'intervention d'EDF. Donc aujourd'hui, Mayotte, département d'outre-mer, aujourd'hui, Mayotte, oui, on peut citer toutes les qualités, et donc la demande est pour la stabilité et l'assurance pour faire face à l'évolution de la production et des besoins en consommation de la population. C'est EDF qui peut assurer toutes ces choses-là. Sinon, nous avons aujourd'hui EDM qu'à chaque fois qu'il y a une étude à faire au sein d'EDM, fait venir un cabinet extérieur et un cabinet sur lequel il faut à chaque fois sortir un chèque, alors que EDF ne demandera pas un chèque si c'est elle qui investit à Mayotte. Et surtout, l'argent public sera utilisé pour investir et non pour faire partir les sommes ailleurs. Nous savons tous, à la fois l'électricité que nous consommons, il y a la vente de l'électricité, mais il y a des taxes qui sont appliquées là-dessus, justement pour financer un certain nombre d'investissements. Donc, ça sera l'occasion que ce soit EDF qui intervient à Mayotte. Et d'ailleurs... Un mot sur les élus avant de parler de ce qui s'est passé hier. Un mot sur les élus. Effectivement, vous les avez accusés. Comment se fait-il qu'ils ne réagissent pas, qu'ils ne s'expriment pas sur le sujet? C'est la question qu'on se pose. C'est la question qu'on se pose. Parce que nous avons eu la chance. Nous avons eu la chance de discuter à 2 reprises avec les élus. La première fois, il y avait le président du conseil de surveillance de d'EDM qui n'est que le conseil départemental de Dzaoudi l'Abattoir. Il nous a fait comprendre que le dossier était déjà bouclé, alors qu'en interne, on n'avait même pas commencé à discuter avec notre direction. Et au final, on s'est rendu compte que même ses collègues les plus proches, ils n'avaient pas connaissance du dossier. Hier, nous avons eu la conseillère de Mamoudzou 1, ou je ne sais pas, c'est du côté de Tsunzu, qui a affirmé dans des ondes qu'elle est membre du conseil de surveillance et elle n'était pas au courant du dossier. Donc, voilà, c'est elle. Donc, ça démontre comment les élus à Mayotte, ils traitent les dossiers aussi sérieux et qui piétinent les droits de la population. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Parlons de ce qui s'est passé hier, Salim Naouda. Hier, il y a eu des coupures, effectivement, sur toute l'île, des baisses de tension. Ça a occasionné d'importants désagréments. Du côté de la direction d'EDM, ça a été très très clair, on a pu les contacter, ils ont expliqué que les causes, c'était effectivement des manipulations, du sabotage, même le mot était employé, de la part des grévistes. Vous avez tenu à contredire cette version qui, selon vous, est un mensonge. Qu'en est-il aujourd'hui? Déjà, il faut voir que dès hier, nous avons publié un communiqué disant qu'il s'agissait d'un problème technique et non d'un sabotage. Un problème technique que nous avons connu d'ailleurs fin de l'année 2018 sur un câble souterrain, qui était sectionné et qui avait causé un déclenchement comme ce que nous avons connu hier. Hier, c'était la même situation. Au niveau de Ajangwa, il y a un problème de câble souterrain. Les grévistes n'étaient pas ou n'avaient pas de pioches pour aller chercher un câble souterrain et l'abîmer. Ce câble souterrain qui a provoqué le déclenchement de 5 départs simultanément. Il y a eu une fermeture et à la fin, quand ils ont voulu fermer sur le câble en question, il y a eu déclenchement côté très haute tension, côté des 90 000 volts. Le secteur où sont accusés les salariés, alors que quand on regarde la chronologie des événements,
les salariés grévistes, ils étaient entre Kawini et Mamoudzou. Donc tout ça pour dire que la direction d'EDM, d'ailleurs il y a un document ici, un document qui est publié dans l'entreprise, tous les jours qui trace les événements du système électrique et les incidents. Vous avez par là, en jaune, tous les incidents qui ont eu lieu hier. Ça démontre qu'il y a un câble sous-marin qui a provoqué des déclenchements. Et étant donné que les techniciens, ils étaient en grève, nous avons des jeunes embauchés, tant mieux, qui sont dans l'entreprise, qui ne maîtrisent pas encore l'outil, et c'est eux qui sont envoyés, d'ailleurs sans habilitation, sur le terrain. C'est très dangereux. Et les manœuvres dans le BCC étaient assurées par des responsables, par des cadres qui ne maîtrisent même pas la reprise des situations en cas de difficulté. Donc la responsabilité incombe. La responsabilité des grévistes. C'est pas les syndicats qui ont rédigé ça. Ça, c'est un bulletin interne à EDM qui trace tous les incidents. Donc les incidents qui sont tracés là-dessus sont bien visibles. Il y a eu un problème de câble souterrain qui a provoqué des déclenchements. Et là, il n'y avait pas les salariés grévistes à ce niveau-là. Donc, ils ont essayé de salir les grévistes qui sont dans une démarche de revendication légitime auprès de la population, mais nous disons tout simplement à la population que dès le départ, nous avons raison et nous devons avoir raison parce que ce n'est pas nous qui avons saboté hier l'électricité. Nous avons toujours dit, nous allons avoir des actions bien ciblées. C'est ce que nous avons dit. Et nous allons commencer par les élus du conseil départemental et non par la population. Et nous allons respecter cette procédure. Un dernier mot, le temps nous presse. Vous avez justement aujourd'hui été reçu à la préfecture par le directeur de cabinet du préfet, Jean-Baptiste Constant. Qu'en est-il ressorti? Qu'est-ce qu'il en ressort aujourd'hui? Est-ce qu'on est proche? De toute façon, c'est comme d'habitude, on nous dit à chaque fois qu'on vous a écouté, on va remonter à Paris parce que tout se joue à Paris. Effectivement, la décision que EDM intègre EDF, c'est une décision politique. D'ailleurs, c'est là que nous interpellons nos parlementaires. Nous avons eu l'occasion de discuter avec eux, avec ils vous soutiennent justement 3 sur 4, et ils sont dans la même alignée que nous. D'ailleurs, ils nous ont même conseillé des procédures à engager et à entamer pour y arriver. Et donc, nous allons continuer ce travail avec ceux qui sont d'accord pour avancer Mayotte, et y compris au niveau des conseils généraux, il y a certains qui pourraient être avec nous. Parce que nous savons que Mayotte est défendue par beaucoup et que malheureusement, ceux qui défendent réellement Mayotte ne sont pas toujours à la tête des affaires du département. Malheureusement. Salim, est-ce que la grève va se poursuivre? La grève se poursuit demain, oui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le temps nous presse. On continuera bien sûr de suivre tout ce qui se passe du côté d'EDM. Et bien sûr, on suivra aussi cette évolution et la réponse de Paris parce qu'aujourd'hui, effectivement, ce dossier est entre les mains des plus hautes instances de l'État. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment les chiffres des créations d'entreprises à Mayotte en 2019 ou encore la visite de la secrétaire d'État aux solidarités. Au montage, Leslie Vumenet. Selon l'INSEE, en 2019, dans l'ensemble des secteurs marchands non agricoles, 1020 entreprises ont été créées à Mayotte. Il s'agit d'une année record en termes de création d'entreprises. Elles sont 10% supérieures à 2017, qui était jusqu'ici le niveau annuel le plus haut avec 928 créations. Le taux de création d'entreprises à Mayotte est à présent du même ordre de grandeur qu'aux Antilles, 10,1% contre 10,2% en Guadeloupe et 9% en Martinique. Il se rapproche également de celui de la Réunion, 11,5%, et de la Guyane, 11,6%. Ce taux reste en revanche nettement inférieur à la moyenne nationale, 17,3%. En effet, le régime de micro-entrepreneurs, qui représente 47% des créations d'entreprises au niveau national, n'est pas en vigueur à Mayotte. A noter que le secteur du commerce et réparation reste le secteur d'activité où les créations d'entreprises sont les plus nombreuses. Dernier chiffre important, au moment de leur création, 4% des nouvelles entreprises mahoraises emploient des salariés en 2019, soit davantage qu'au niveau national, 3%.
Christelle Dubos, la secrétaire d'État aux Solidarités auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, arrive à Mayotte à compter de ce samedi. Au programme de cette visite de 4 jours, la découverte des problématiques sociales de Mayotte pour mieux mobiliser les moyens nécessaires à la mise en place des politiques publiques. Plusieurs séquences pauvreté seront notamment organisées, et ce dès son arrivée samedi en fin de matinée, avec une visite de Banga à Kaweni. Lundi, ces séquences pauvreté se poursuivront avec une rencontre des équipes de la Croix-Rouge lors d'une distribution d'aide alimentaire. La secrétaire d'État va ensuite rendre visite à l'association Mlési Mahorais avant de participer à la 2e conférence régionale des acteurs de la lutte contre la pauvreté. Mardi, jour de son départ, les séquences vont là encore s'enchaîner avec notamment une séquence lutte contre la dengue ou encore une visite de l'école d'infirmières au CHM. Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, a réuni hier le groupe de travail sur les dispositifs de continuité territoriale et de mobilité Outre-mer. Cette première rencontre a permis de dresser un état des lieux des dispositifs existants en matière d'aide à la continuité territoriale, de continuité funéraire, d'aide à la mobilité pour les études et d'aide à la formation professionnelle en mobilité des demandeurs d'emploi, ainsi que des principaux enjeux les concernant. Les participants ont également pu évoquer la question de la continuité intérieure, des évacuations sanitaires, de l'accueil des étudiants ultramarins dans l'Hexagone et de l'accompagnement au retour. Des travaux techniques approfondis et des échanges avec les collectivités seront menés entre février et juin 2020. Le groupe de travail se réunira au mois d'avril pour un point intermédiaire et en juin pour la finalisation d'une feuille de route visant à adapter les dispositifs de continuité et de mobilité outre-mer et à moderniser la DOM. On termine cette édition avec la cérémonie des vœux du CHM qui a eu lieu cet après-midi à l'Institut des études en santé. L'occasion pour la directrice générale de l'hôpital de faire le bilan de l'année 2019, mais aussi de parler des projets du CHM pour 2020. Une cérémonie interrompue un instant par des syndicalistes alors que le service social du CHM exerçait son droit de retrait. Un reportage signé Paul Arthur Avit. 9673 accouchements en 2019, 30 postes d'aide créés, certification du CHM en tant qu'établissement de recours dans l'océan Indien. Voilà quelques-unes des informations importantes qu'il fallait retenir sur l'année 2019. Une cérémonie qui a permis aussi de faire le point sur les objectifs de 2020. Ça va être surtout une année préparatoire puisqu'on va finaliser le dossier pour les travaux urgents. Vous vous rappelez, ça a été annoncé par le président de la République. Il est prévu d'augmenter la capacité du service de néonatologie. On va augmenter aussi le nombre de blocs parce qu'on a vraiment besoin de pouvoir développer la chirurgie, surtout à un moment où on commence à avoir des candidatures. On a plus de candidatures qu'on en a eu pendant quelques années. Il semble, ça reste encore à confirmer, mais il semble que le CHM soit de plus en plus attractif. Une attractivité qui fera le plus grand bien au CHM, mais malgré un bilan positif, la cérémonie a été interrompue quelques instants par Henri Rigotard qui a interpellé la directrice générale sur la situation du service social, implorant un manque de considération. Nous avons le service social qui s'est mis en droit de retrait parce que ils estiment que leur vie est en danger. Et effectivement, lorsque les membres du CHSCT ont fait un tour là-bas, nous avons constaté effectivement qu'il y a beaucoup d'anomalies qui ne permet pas à ce que les agents puissent travailler sereinement et en toute sécurité, tout en sachant que leur sécurité est quand même remise en question au quotidien. La directrice générale, quant à elle, nous explique qu'un nouveau directeur s'occupant en particulier du service social est arrivé récemment. J'ai voulu donner un signe fort aux équipes avec un directeur qui s'occupe de leur sujet. Donc je suppose qu'ils ont voulu exprimer effectivement un certain nombre de choses. Ils ont été rencontrés la semaine dernière. Ils ont été vus aujourd'hui par effectivement ce directeur. Il y a tout un travail d'élaboration, d'amélioration. Il y aura des recrutements sur ce service. Donc je pense qu'il n'y a pas de manque de considération à leur égard, bien au contraire. Une situation qui mettra du temps à se régler. Le 1er mars arrivera normalement un directeur des ressources humaines qui permettra peut-être d'y voir plus clair sur certains services et renouer un dialogue entre direction et employés que ceux-ci considèrent rompus. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouverez votre journal demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Cozy.